C'est là-bas dans le hall que tout a grandi. Fierté, honneur te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. T'as juste tes droits, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains, tu portes la voix. Et Sola, va bien. Ouh, yo, yo. Et Sola, va bien. La 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 est vraiment trop kinda. Et Sola, va bien. Ouh, yo, yo. Et Sola, va bien. La 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 est vraiment trop kinda. La République, les intrigues de la chose publique. La politique, l'action civique sont des dadas. Mettre à nu le népotisme, dénoncer les actes autocratiques, promouvoir la démocratie sont des dadas. La République c'est toi. Ouais, t'as juste les droits, la République c'est toi. Beaucoup de bonheur, tu portes la voix. Demain quand cela se fera, quand Billy pilotera le pays. Joyeux anniversaire, Daddy! Ils sont là. Ils sont là. Connectez-vous les miens, bonsoir. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi, ça me fait plaisir d'être de retour et d'être en capacité de parler. Parce que j'ai passé 2 bonnes petites semaines compliquées, une semaine très exactement malade. Donc, je ne pouvais qu'écrire. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai dû renouer avec le texte. Ça faisait un moment que je n'écrivais plus sur les réseaux sociaux, mais bon. Il fallait quand même être de participation à ce qui se passe dans notre pays, malgré mon état de maladie et de convalescence. Mais bon, je suis de retour, toujours. Comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. On ne va pas prendre plus de temps. Franchement, je suis tellement contente. Mais je suis heureuse ce soir. Mais c'est pour ça que je suis d'humeur, voilà, de célébration. Sinon, le sujet est vraiment sérieux, beaucoup trop sérieux. Et je voudrais que vous soyez connectés, que vous partagiez le live, que vous mettiez les cœurs. C'est très important. Alors, en attendant quelques-uns, on se remet encore un peu notre petite musique. Jusque-là, je ne sais toujours pas qui m'a fait l'honneur de ce cadeau, mais je pense que ça parle un peu de moi. Et c'est pour cela d'ailleurs que je me fais le plaisir de vous la partager. Donc, partagez le live, mettez les cœurs, identifiez toutes les personnes susceptibles d'intérêt à ce sujet. Tous les Gabonais, quoi. Allez, à très bientôt. À tout à l'heure. Je vous laisse vous connecter. Je laisse aussi le téléphone charger un tout petit peu. Mexique, terre d'excellence où un jour tu naquis. C'est là-bas dans l'eau Que tout a grandi. fierté, honneur. Te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours Antinomique. La République. C'est toi. Ouais. T'as juste tes droits. Ton combat. Oui, c'est mon combat. La République. C'est toi. Pour beaucoup de beaux matchs, Tu portes la voix. et sont là.
La 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 est vraiment trop kinda. Et ça va bien. Ouh, yo, et ça va bien. La 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 est vraiment trop kinda. La République, les intrigues de la chose publique. La politique, l'action civique sont des dadas. Mettre à nu le népotisme, dénoncer les actes autocratiques, promouvoir la démocratie sont des dadas. La République c'est toi, un état juste et droit ton combat. La République c'est toi, pour beaucoup de beaux mots tu portes la voix. Et oh, j'ai envie de... Je suis restée alitée trop longtemps. Je suis trop contente d'être de nouveau en forme. Ouh. Mais quand cela se fera, bon, Il piratera le pays. Mettre le Gabon en première ligne, ce sera la première des priorités. Ouh, oh, la 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 la. Est-ce que vous avez partagé le live? Ou pardon, est-ce que vous avez partagé le live? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes connectés? Ils sont là. Ils sont là. Bonsoir. Ils sont là. La 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 la, vraiment trop cute. C'est toi. un état juste et droit. Ton combat. Un état juste et droit. La République c'est C'est toi. Pour beaucoup de beaux mains, tu portes la voix. Et on va pas se taire. Et merci, 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 merci beaucoup à tous. Merci à vous, mes très chers compatriotes. Merci à vous, les miens. J'espère que vous allez super bien. En tout cas, vous m'avez beaucoup manqué. Je sais que moi aussi, je vous ai vraiment manqué. Je vous ai tellement manqué que je vous lisais de cesse. Non, maître, c'est trop long. Vous écrivez trop. Il faut faire les lives. Mais je ne pouvais pas venir vous dire que j'étais pas trop bien. Je suis arrivée en France, je suis tombée malade. Bah, l'une des maladies que je partage chaque année, c'est la grippe. Et donc, malheureusement, pas très couverte, surfant entre sauf chaud et sauf froid. Et bah, j'ai été prise. Et donc, ça m'a un peu clouée pendant une semaine. Et du coup, je n'avais aucune énergie à faire un live. Je pouvais pas parler parce que je toussais tout le temps. Je pouvais rien faire. Et c'est la première fois de toute ma vie où j'ai laissé mes anticorps se débrouiller. C'est-à-dire que je ne me suis ingurgité aucun comprimé, aucun médicament, même pas le paracétamol, même pas le doliprane que l'on prend quand on a trop mal à la tête. Je me suis soignée traditionnellement. Il y a un ami d'origine ivoirienne, coucou, ivoirienne, coucou, eh bien, qui m'a dit, Alain, bah, mange les clous de girofle, ça va t'aider. C'est vrai que je suis encore un peu enrouée. Donc, j'ai pris ces clous de girofle là, je les ai mâchés. C'est tellement désagréable, puissant, fort et tout ce que vous voulez. Mais ça m'a permis de revenir. C'est comme un antibiotique en fait. Donc, ça a pu me soigner ma toux qui est totalement irritante et désagréable, inconfortable. Ça a permis de, voilà, d'éliminer quand même le rhume, les maux de tête que j'avais tout le temps. J'étais vraiment clouée. Et quand j'avais un peu de temps et d'énergie, bien évidemment, je regardais ce qui se passait sur la toile, en plus de pouvoir travailler, heureusement, et bien pour pouvoir faire des petits commentaires. Et je ne pouvais les faire malheureusement à ce moment-là que par texto, parce que ma voix ne pouvait pas parler, ne pouvait pas sortir. Et franchement, ça devait m'épuiser de pouvoir m'exprimer. Donc, voilà un peu la situation. Et je suis heureuse d'être de retour. Je sais que je ne suis pas encore totalement remise. Vous le sentez encore un peu, je suis un peu en... On a cette enveloppe comme si j'étais encore... Ben voilà, c'est pas le sujet.
Mais je me suis dit, ça fait déjà un peu trop. Il faut peut-être que je vous revienne, hein. Je suis la sacrifiée de la République. Il faut bien que la sacrifiée de la République continue de se sacrifier et bien évidemment qu'elle soit à votre service, servir, voilà. On va donc parler aujourd'hui, eh bien, des obligations des agents publics. Vous le savez, le Conseil des ministres du 8 septembre a sonné la fin de l'impunité dans les comportements portant atteinte, bien évidemment, à la neutralité de l'administration publique, à la confiance des citoyens dans cette administration publique. Et tout de suite, j'ai vu beaucoup de réactions parce que ça procédait justement d'une interpellation faite, et il faut le dire, à une compatriote qui donc est agent public et influenceuse à la fois. Et ça a fait un boom et j'ai vu beaucoup de nos compatriotes rejeter absolument cette mesure parce que ces compatriotes estimaient que c'était contre spécifiquement cette compatriote-là que cette mesure était prise. Alors même que, bien évidemment, ce n'était qu'un rappel de ce qui existe déjà, c'était qu'un rappel de la loi, c'était qu'un rappel du statut de la fonction publique. Et les réactions des Gabonais, c'est vrai, elles ne m'ont pas vraiment surprise parce que je me souviens en 2021 où j'avais fait un live dénonçant un peu et condamnant, il faut le dire, eh bien, le comportement d'une magistrate qui donc s'offrait une audience sur les réseaux sociaux et parfois à l'occasion de l'exercice de sa fonction à l'époque des directrices générales des affaires sociales, vous imaginez, et qui donc recevait les usagers du service public devant caméra et on pouvait donc à l'occasion entendre les différents échanges qui avaient la vulnérabilité des situations de certaines personnes qui se retrouvaient découvertes comme cela dans les réseaux sociaux. Et quand j'avais fait ce live, je me souviens que, bien évidemment, ça m'a créé beaucoup d'ennemis, tout comme ça m'en a créé aussi des amis. Vous savez, quand vous dénoncez quelqu'un, c'est pour cela que dans ce live, je vais m'efforcer à ne pas dire les noms des gens. Je vais m'efforcer. Je sais que c'est pas facile. Je sais que le Gabonais ne comprend que quand on donne des exemples concrets, on dit tel a fait ci, tel n'a pas fait ça. C'est là où le Gabonais comprend. Mais pendant ce live, tellement je veux qu'il soit pédagogique, tellement je veux que vous vous l'appropriez, tellement je veux que vous compreniez que sur cette mesure, M. Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas un dictateur. Parce que j'ai vu que ça allait dans tous les sens. Oui, on veut empêcher la liberté d'expression. Ce n'est pas normal. Les fonctionnaires et les agents publics sont bien évidemment des citoyens comme tout le monde. Il n'y a donc pas de raison de limiter leur liberté d'expression. Ce sont des peurs, ce sont des menaces et la terreur. Donc c'est un dictateur. Oui, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut conclure au caractère dictatorial de la gouvernance, bien évidemment, sous laquelle nous sommes. Mais sur ce fait spécifiquement, il n'y a rien de dictatorial là-dedans. Il n'y a aucune dictature de la part de M. Brice Clotaire Oligui Nguema dans cette mesure prise en Conseil des ministres de rappeler eh bien, l'existant de nos dispositions, tant bien évidemment législatives que réglementaires. Bien évidemment, le statut général de la fonction publique, le code de déontologie de l'agent public ou de la fonction publique. Je ne parle même pas des textes particuliers attachés à chaque corps. C'est donc vous dire que oui, chers compatriotes, aujourd'hui, essayons d'écouter avant de réagir. Je sais que bien évidemment, je vous passionne, je déclenche vos passions les plus absolues et donc dès que Maître Marlène Fabienne et Soleil Fontane se permet eh bien, de poser sa voix, sa réflexion, sa tête sur une question, eh bien ça enflamme le Gabon et certains, bien évidemment, ne se gênent même pas, ne se donnent même pas l'opportunité, ne serait-ce que d'écouter ce que je veux dire, ne serait-ce que de tendre l'oreille et de se dire, bah tiens, qu'est-ce qu'elle raconte encore celle-là, d'analyser, et puis d'essayer de voir finalement si j'ai tort ou j'ai raison, parce que souvent je vous donne les dispositions légales, je vous dis où vous pouvez aller vérifier ce que je dis, c'est-à-dire que je ne suis même pas obligée, chers compatriotes, rappelons-le nous, je ne suis pas obligée de vous donner les sources,
Parce que c'est un travail que chacun doit faire. Mais comme je vous ai dit, je suis la sacrifiée de la République, donc je passe les nuits blanches pour vous. Je vais donc fouiner l'information pour vous. Je fais une revue de la littérature pour vous, pour que vous soyez en capacité de vous rendre compte que finalement, ben Marlène Fabienne et Soleil Fontaine, la sacrifiée de la République, en fait, elle ne fait pas pour ses beaux yeux. C'est vrai que bon, dans ses lives, elle a des mimiques, elle a des trucs qui nous dérangent absolument. Mais vous ne voulez pas voir ma gueule. Ne me regardez pas, écoutez. Vous posez votre téléphone à côté, vous écoutez religieusement. Vous ne me regardez pas. Parce que si il y avait l'option audio sur Facebook, je ne sais pas si ça existe, si je peux le faire, je vous assure que je ne vous imposerai pas mon visage. Je ferai l'option audio, je parlerai et puis vous m'entendrez. Pourvu que ça rentre et que ça serve. Bref, après avoir fait le tour, rentrons dans le vif du sujet. Si je retrouve la petite capture que je me suis permise, eh bien, de ce texte, je vous en fais rapidement lecture. Alors, Conseil de ministres du 8 septembre 2025. Alors, les ministères de la fonction publique et des finances, ainsi que l'ensemble des autres institutions de l'État, devront appliquer rigoureusement cette instruction en matière de gestion des agents publics afin de garantir un renouvellement efficace et conforme aux besoins réels de l'administration. Ça, c'est là où on disait que les vieux laissent la place aux jeunes. Par ailleurs, le Conseil déplore le comportement inapproprié de certains agents publics sur les réseaux sociaux, en violation des règles déontologiques. Il est impératif de rappeler à l'ordre l'ensemble des agents publics et tout particulièrement les cadres supérieurs de l'administration concernée par ces pratiques. Cette obligation relève d'un devoir fondamental. Tout manquement sera désormais considéré comme inacceptable et fera l'objet de sanctions appliquées avec la plus grande rigueur. L'obligation de réserve, la discrétion professionnelle, la responsabilité et le devoir de neutralité doivent être scrupuleusement respectés par tous ceux qui ont choisi la voie du service public. Il est désormais impératif de mettre un terme à ces dérives par la tenue de conseils de discipline et, le cas échéant, par la révocation, afin de préserver l'intégrité et la crédibilité de notre fonction publique. Non, j'ai envie de chanter encore. Et cela, c'est trop bien, c'est trop important. Ça me fait trop plaisir. Parce que, non, on va plus chanter. Ça me fait trop plaisir parce que, mon Dieu, je porte cette voix depuis longtemps. C'est un combat que je mène depuis plusieurs années. Depuis 2020, 2021, 2022, 2023. Même en 2024, j'en ai parlé, même en 2025. Et toutes les fois que je fais une sortie sur cette question, les gens pensent toujours que c'est parce que j'en veux personnellement à un individu. Je puis vous l'affirmer aujourd'hui, je n'ai aucun problème particulier avec un quelconque Gabonais. Je dis bien aucun. Surtout pas des Gabonais dont je parle sur les réseaux sociaux. Quand je me permets de prononcer le nom d'un individu, c'est que je n'ai pas de problème particulier avec toi. Mais si vous avez le malheur de servir la République, d'être dans le service public, et que malheureusement vous portez atteinte, de par votre comportement, de par vos agissements, à cette fonction publique, j'ai le droit et même l'obligation de sortir, de vous dénoncer, de vous rappeler le strict minimum. Les textes existants, chers compatriotes. Il est vrai que nous tous nous chantons vouloir le changement. Sommes-nous vraiment prêts au changement? Mon intime conviction aujourd'hui est que l'État gabonais est dans l'État, excusez-moi la répétition, mais ce n'est pas la même signification.
État, organisation sociétale, dans l'État, eh bien, qui donc est décidé par les Gabonais. On a beau crier sur les Bongos, on a beau crier sur Oligui, ce sont les Gabonais qui toujours ont fait leur choix, ont décidé. Omar Bongo est resté au pouvoir parce que les Gabonais l'avaient décidé. Ali Bongo est arrivé au pouvoir parce que les Gabonais l'avaient décidé. Ali Bongo est même resté au pouvoir parce que les Gabonais l'avaient décidé. Et quand il est parti du pouvoir, sans que les Gabonais ne le décident, il faut le rappeler, parce qu'on n'a pas la preuve aujourd'hui que les Gabonais aient vraiment décidé de faire partie Ali Bongo du pouvoir, il aura fallu l'intervention des militaires, donc de Brice Clotaire Oligui Nguema, actuel président de la République, pour que, bien évidemment, M. Ali Bongo parte du pouvoir. Et je le rappelle, et ça n'a rien à voir avec une politisation de ce discours que je tiens. Je le rappelle parce que on a une telle banalité dans le traitement des questions politiques de notre pays. Quand on parle des questions politiques, quand on parle de la vie de la République, quand on parle de vrais sujets, les Gabonais ne sont pas là, on te dit tu fais du bruit, va voir ailleurs. Les Gabonais sont des personnes qui agissent et qui, lorsqu'ils se rendent compte des conséquences de leurs agissements, blâment les conséquences. Et ils oublient totalement que mais ces conséquences procèdent de leurs propres agissements, leurs propres choix. On a cette culture de l'impunité. On a cette culture dans notre pays de l'irresponsabilité absolue. Et on a cette culture d'infantilisation des responsables, des chefs d'État. Nous l'avons vécu, pour ne citer qu'Ali Bongo, qui donc est de mon ère, de mon temps. Parce que je ne peux pas trop parler d'Omar Bongo. J'étais une petite fille me baladant en slip à Mindic. Donc je ne sais pas trop grand-chose de la politique d'Omar Bongo, sauf ce que je découvre de par l'histoire de notre pays, de par l'apprentissage. Mais en termes de vécu, de réel, je ne peux pas dire grand-chose de la gouvernance d'Omar Bongo. Mais la gouvernance d'Ali Bongo, je l'ai vécue. Et je peux donc être en capacité d'avoir une lecture claire du comportement de chaque Gabonais, des agissements des Gabonais. Les mêmes Gabonais qui sont incapables aujourd'hui, ne serait-ce que de lui reconnaître un minimum de respect à ce monsieur, étaient les Gabonais qui juraient son éternité au pouvoir hier. Je ne sais pas qui l'a dit, mais nous avons les dirigeants que nous méritons. Nous avons les dirigeants que nous méritons. Je le dis parce que chaque fois que nous, Gabonais, prenons la responsabilité de choisir nos dirigeants, nous le faisons sans aucun discernement. Nous le faisons sur de mauvaises raisons. Et quand au final on se rend compte que ces raisons ne sont pas naturellement matérialisables, on devient l'ennemi de celui qu'on a juré indéfectible, à qui on a juré indéfectibilité. Je voudrais faire cette petite genèse parce que c'est important, chers compatriotes. Quand M. Brice Clotaire Oligui Nguema arrive au pouvoir, après le coup d'État, souvenez-vous, rappelez-vous, il écoutait, il tremblotait même, il avait peur du peuple. Il avait peur que le peuple soit tellement exigeant. Et ce qui fait que dès qu'on dénonçait, au tout début du coup d'État, dès qu'on dénonçait quelque chose, il changeait. Il s'appliquait. Il réadaptait. En tout cas, je vais parler que de moi. Sur ma page où j'avais plus de 100 000 abonnés qui a été supprimée parce que j'ai osé être de contradiction dans la période de transition, supprimée depuis le Gabon, alors que j'étais en France. Sur cette page-là, chers compatriotes, à chaque fois, je dénonçais, toujours dans cet esprit de bienveillance, même si certains estiment que je me suis radicalisée un peu pendant les élections. Non, je n'étais pas radicale, mais j'étais exaspérée, j'avoue, de certaines situations, de certaines réactions. Mais là, il faut me dire en commentaire si vous me recevez bien, parce que je ne suis pas très sûre que le micro fonctionne. Là, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema écoutait
Dès qu'il faisait un truc, je faisais un live, je dénonçais. Un jour après, 2 jours après, il réadaptait. C'est vrai que nous dénoncions cela, que c'était du rétro-pédalage, que ce n'était pas beau, ce n'était pas possible, comment on peut être instable dans la gouvernance. Mais au moins, il écoutait et il ajustait. Il écoutait, il ajustait. Au tout début, Azam, je ne sais pas, à vous les miens qui avez peut-être capturé les vidéos que je faisais, les premiers jours et les premiers mois du coup d'État, retrouvez-les-moi. Faites-moi-en des captures, parce que je crois que certains ont téléchargé ça. Je vais republier ça. Dès que je dénonçais un fait, M. Brice Clotaire Oligingema, c'était du rétro-pédalage, on s'en fiche, mais il écoutait. Il arrangeait. Il craignait le peuple au début, parce qu'il ne savait pas comment ce peuple allait réagir. Il avait peur de ce peuple. Il se demandait, mais ce peuple qui était déterminé à chasser Ali du pouvoir et le PDG, est-ce qu'il va me pardonner de refaire les mêmes choses qu'Ali, de commettre des mêmes erreurs? Je ne crois pas. Donc, je reste sur mes gardes. Il écoutait le peuple. Mais dès qu'il s'est entouré de toute la classe et crasse politique de notre pays, c'est-à-dire, dès qu'il a pensé que il lui était important de s'entourer de tout ce qu'on a dit qu'ils ont mal fait, qui finalement devait bien faire avec lui, tout ce qui chantait hier pouvoir bien faire, parce que là, les opposants, et qui donc ont démontré leur caractère prompt à pouvoir reprendre les choses en main, ils se sont tous entourés de lui, au lieu de faire leur travail, de garder M. Brice Clotaire Oligingema sur les rails, de lui dire non quand il faut dire non, de lui dire, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, ça, ce n'est pas possible, ça, ce n'est pas vrai, ça, vous ne pouvez pas le dire, ça, vous ne pouvez pas le faire. De lui rappeler que, Monsieur le Président, devant les Gabonais, devant la communauté internationale, devant le monde entier, et en prêtant serment, vous avez pris tel engagement, vous ne pouvez pas y déroger. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. S'il y avait eu ça, Monsieur Brice Clotaire Oligingema serait resté dans les rails, sur les rails. Il ne devait pas faire n'importe quoi après. Mais les mêmes chanteurs et chantes du kounabélisme qui est dénoncé dans ce communiqué du Conseil des ministres, les mêmes kounabélistes, même ceux qui hier insultaient les kounabélistes, ceux qui hier se revendiquaient l'opposition, ceux qui hier disaient avoir des valeurs et traitaient les pédégistes de cancres, sont devenus aussi kounabélistes que ceux qu'ils indexaient hier. Au lieu d'éclairer la lanterne du chef de l'État, qui n'est pas censé tout connaître, qui est un militaire, qui ne connaît pas la gestion d'un pays, qui ne connaît pas l'âme de fonctionnement d'un État, qui avait donc besoin, ne serait-ce que par le courage qu'il a eu de dire à Bongo, va te reposer, ok, on va le lui concéder. Moi qui suis contre les coups d'État, je vais quand même l'entendre et de me dire que malheureusement, il n'y avait pas d'autre issue. Avec un peuple comme le nôtre, le peuple gabonais, tant que tu es au pouvoir, il va toujours te soutenir jusqu'à la fin des temps. Donc, pour accéder à l'alternance, pour accéder à un changement à la tête du pouvoir, il fallait peut-être espérer. La seule issue, c'était ça, peut-être le coup d'État. Moi, je n'y crois pas. Je pensais qu'il était possible d'accéder au changement à la tête de notre pays par la voie démocratique. Mais on est un peuple qui n'est pas prêt à la voie démocratique. On est un peuple, tant qu'on lui garantit quelques intérêts à ses dirigeants ou aux vassaux du chef, qui font profiter ce peuple-là par le ruissellement, par les liens de famille, les liens politiques et consorts. Ce peuple-là se tient debout, amen, et jure indéfectibilité à celui qui est au pouvoir. Voilà le problème du Gabon. Le problème, ce n'est même pas M. Oligui. Le problème, c'est le peuple gabonais, qui n'a pas encore grandi dans sa conscience citoyenne, qui n'a pas encore grandi dans sa conscience du pouvoir qu'il incarne,
qui n'a pas encore compris que c'est lui qui fait les chefs d'État, c'est lui qui fait les gouvernants, et ce n'est pas l'inverse. Qui n'a pas encore compris que la main qui demande, dont parlait M. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est la main des gouvernants, c'est la main des responsables politiques, et non la main du peuple. Pour revenir sur cette image, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Mais le peuple gabonais ne le comprend pas. Parce que le peuple gabonais a été éduqué pendant plus d'un demi-siècle à être justement électoralisé, à être précarisé à tous les niveaux pour constituer des petits sauveurs. C'est pour cela que vous allez voir prospérer ces histoires de dons. La rentrée scolaire arrive, la femme du chef de l'État est partie faire des dons de kits scolaires dans un État normalement constitué, dans une république. Eh bien, dans un pays pétrolier comme le nôtre, ce genre de choses ne devrait pas exister parce que ces choses-là constatent le degré de sous-développement, tant intellectuel que matériel, du peuple gabonais. Et c'est dommage. Et c'est triste. C'est dommage et c'est triste parce que, voyez-vous, cela me plaît d'être dans ma position actuelle. C'est-à-dire que je ne suis dans aucun parti politique et je ne me revendique aucun parti politique. Et donc, j'ai ma liberté d'expression pour moi. Et donc, je ne vais pas être dans un discours absolument policé pour essayer de plaire. Je ne veux plaire à personne, ni à ceux qui sont au pouvoir, encore moins à vous, le peuple gabonais. Je voudrais que nous ouvrions tous les yeux sur ce qui se passe dans notre pays pour qu'on arrange, parce que je veux que le Gabon se porte bien. Je ne veux pas qu'on continue à nous emberlificoter, comme le disait mon père, sur des choses qui n'existent pas. Oui, vous êtes le meilleur peuple du monde. Vous l'êtes à bien des égards. Mais politiquement parlant, nous ne sommes pas encore à la hauteur. Nous ne sommes pas encore en conscience. Nous ne comprenons pas encore les enjeux. Et c'est pour cela que nous vendons tout. Nous vendons notre dignité, nous vendons notre honneur, nous vendons notre pouvoir. Mais dès lors que celui qui est au pouvoir a compris que vous lui avez vendu ce pouvoir-là, et ce n'est pas une adhésion de conviction, bien évidemment qu'il ne vous doit rien. Et je ne cesse de le dire. Oui, M. Brice Clotaire Oligui Nguema a été déclaré avoir obtenu 94,85% de voix. La vérité, c'est qu'il aurait gagné, qu'il y ait eu triche ou pas de triche, parce qu'on a le peuple qu'on a. Le peuple gabonais allait le voter, il devait devenir président de la République. Et même si c'était un autre peuple, il allait le voter. Pourquoi? Parce que on avait cette conscience que enfin les Bongos sont partis. Et s'ils sont partis, c'est grâce à qui? C'est grâce à lui. Donc, on lui doit au moins ça. Mais bon, le plébiscite, traduit par les 94%, peut être remis en question utilement, justement. Cependant, la réalité, c'est que quelqu'un que vous êtes allé voter, non pas sur un projet, non pas sur un programme, non pas sur, je ne sais pas, ce que vous attendrez d'un chef, mais par émotion ou par, je ne sais pas, d'autres explications, dites-vous bien qu'il ne vous doit rien. Et M. Brice Clotaire Oligui Nguema, je le dis encore une fois, ne doit rien à personne. Et il est tellement cohérent, ce monsieur, même si j'espère que cette cohérence change un jour, mais il est cohérent. Depuis le début, il vous a montré qui il était. Au début, quand on dénonçait et qu'il écoutait, il adaptait, il essayait de changer, il essayait de faire. Vous vous êtes entouré de lui. Vous vous êtes approprié ce monsieur. Vous avez dit c'est le vôtre. C'est votre silure pour certains. On attrape, il ne doit pas nous échapper. Et suite à cela, on a l'impression qu'il ne nous écoute plus. C'est peut-être une impression, mais on a l'impression qu'il ne nous écoute plus. C'est de là qu'il est devenu le petit roi que vous avez établi. Et au roi, on ne porte pas des critiques. On ne remet pas en cause ses décisions. On ne peut même pas émettre des avis et on n'admet pas à son égard des contradictions. Le roi dit tout le monde s'aligne. Et d'où cette violence absolument abjecte de certains qui se disent les soutiens du chef de l'État contre toute personne se permettant une contradiction pourtant essentielle dans une république.
J'ai mal à mon Gabon, bien évidemment, quand je me retrouve face à ce genre de choses. J'ai subi le peuple gabonais. Peu importe des raisons que ce peuple essaye de se donner pour justifier les outrances, les violences, le harcèlement qu'il m'a infligé parce que j'ai osé défendre le Gabon, j'ai osé défendre les valeurs, j'ai osé défendre nos institutions dans la promesse de nos militaires. Je dis bien dans la promesse de nos militaires, le 30 août. J'ai essayé de porter cette voix qui voulait rappeler de cesse à nos militaires ce qu'ils ont pris comme engagement le 30 août, ce qu'ils ont entériné comme engagement le 4 septembre, pour leur dire non, vous avez promis l'état de droit. Non, vous avez promis les institutions définitivement fortes. Vous avez promis une république effective dans laquelle chacun a sa place. Vous avez promis redorer le blason Gabon. Vous avez promis restaurer la dignité des Gabonais. Alors quand vous commettez des actes qui vont à l'encontre de ces promesses, j'ai l'obligation, bien évidemment, de venir vous interpeller dessus. J'ai la rigueur de venir vous dire que là, ce n'est pas ce que vous nous avez dit. Même ceux qui ne sont pas favorables au coup d'État, on dit ok, de toute façon, on n'avait pas beaucoup de choix. Hein. De toute façon, c'était soit Ali Bongo se maintenait au pouvoir alors que les Gabonais, dans leur fort intérieur, ne le voulaient plus. Et bien, soit un coup d'État parce que la voie démocratique, aucune personne n'allait, bien évidemment, permettre qu'elle prospère. C'est en cela que nous sommes encore malheureusement condamnés aujourd'hui. Donc, on a fait de ce président-là un roi. Au lieu d'éviter toutes les erreurs commises et qui sont encore tellement récentes sous Ali Bongo. Ali Bongo que certains de ses fidèles ont érigé en Dieu, demi-dieu. Ali Bongo Mbembe, Ali Bongo éternel et au pouvoir. Il n'y a aucun autre Gabonais qui peut diriger le Gabon. Voyez-vous, M. Brice Lothaire Oligingema, bien ou mal dirige le Gabon aujourd'hui. Pourtant, il n'a pas un CV qu'on va justifier que voilà. Donc, ça veut dire que n'importe quel Gabonais peut gouverner, peut diriger le Gabon. Il y a un grand monsieur qui m'a dit, quelques jours avant mon voyage, dans une discussion parfois, comment vous le dire, de ces rencontres par hasard, inattendues, eh bien, me disait, en politique, on n'a pas ce qu'on mérite. En politique, retenez-le bien, on n'a pas ce qu'on mérite. On a ce que l'on négocie. La politique, ce n'est pas des bras de fer tout le temps. Il y a des moments de faire des bras de fer. Il y a des moments où si on se dit là, c'est la négociation. C'est pour cela que moi, je vous ai dit, je me retire d'abord. Parce que faire de la politique en parfaite conscience de l'environnement gabonais va m'obliger à être dans des comportements que jusque-là, je trouve absolument abjects. Donc, il va falloir faire des compensations dans ma chaîne de valeur entre ce qui est strictement important et que je ne peux jamais briser et ce qui peut l'être moins. Nous sommes donc arrivés à cette étape où le président de la République, au lieu d'être accompagné, s'est vu établir roi. S'est vu établir roi. Et ceux qui avaient la responsabilité de le guider, de lui dire non, monsieur le président, là, c'est pas bon. Monsieur le président, là, c'est dangereux. Monsieur le président, vraiment, là, vous ne pouvez pas le faire. Les personnes qui ont flirté un peu le pouvoir, ou même, référons-nous à quelques films de pouvoir, des grands films, vous les connaissez, je n'en fais pas la publicité ici. Vous voyez qu'il y a certains cabinets du président, certains ministres qui disent non, monsieur le président, là, vous ne sortez pas. Vous le bloquez si vous sentez que sa réaction peut porter atteinte à lui-même et au pays en général. Mais on a constitué des vassaux. On a constitué des esclaves. Tout le monde est soumis au président. Plus personne ne peut lui dire non, là, c'est pas bon. Tout le monde s'est béni, oui, oui.
Oui, Marlène, est-ce que vous pouvez... Oui, monsieur le président. Marlène, oui, est-ce que vous pouvez... Oui, monsieur le président. Marlène, oui, est-ce que tu peux aller chanter à l'église demain, me faire... Oui, monsieur le président. Il n'y a personne qui va dire, monsieur le président, je suis ministre, je suis en poste. Vous ne pouvez pas me dire d'organiser un culte, c'est interdit par la neutralité que vous-même vous avez rappelée. Oui, bon, vous savez que en ce moment, on est en période préélectorale. On a donc besoin que les fonctionnaires viennent. On a besoin que les populations viennent. Comme vous savez que dès qu'on parle de Dieu, les populations sont nombreuses. Oui. Toi, Madame la ministre, tu es pasteur, non? Oui. Alors, écoute, invoque le nom du Dieu et tout ça. Mais toi, la ministre, tu vas dire, mais Monsieur le Président, vous savez, depuis que je suis ministre, j'ai dû prendre congé avec mes fonctions de pasteur. Je ne peux pas être pasteur et à la fois ministre de la République parce que c'est interdit. Et donc, l'exercice de mon culte est devenu aujourd'hui strictement privé. Et je ne peux plus m'exprimer de mes convictions religieuses, en quelque lieu que ce soit. Et surtout publiquement. Donc, vous comprenez que je ne peux malheureusement pas accéder à votre demande. Peut-être on peut organiser quelque chose différemment, mais moi, je ne peux pas y prendre part, vous non plus d'ailleurs, parce que vous êtes, président de la République, la première institution de ce pays, et voyez-vous, en tant que président de la République, vous devez être la personne qui incarne cette neutralité. Alors, allez vous mettre dans des histoires religieuses ou bien être dans l'exercice du culte, bien évidemment, est un comportement à absolument ne pas avoir parce que ça porte atteinte aux obligations que nous nous sommes engagés à respecter, qui sont dans les différents statuts, bien évidemment, qui nous gouvernent. Et d'ailleurs, vous venez de les rappeler. Voilà ce qu'on fait. Parce que le président, il peut ne pas connaître, c'est un militaire. Et même si ce n'était pas lui, même si c'était quelqu'un d'autre, il peut ne pas connaître. Mais ceux qui sont autour de lui doivent le rappeler à l'ordre. Dire, Monsieur le Président, non, ce n'est pas possible. J'entends bien, mais je pense qu'on peut réfléchir plutôt à une autre stratégie pour intéresser les populations de telle zone. On va donc engager 2 sociologues et anthropologues. On va essayer de les envoyer sur le terrain pour qu'ils nous fassent, par exemple, une analyse un peu comportementale de ces personnes, voir leurs croyances et voir comment, sans porter atteinte à ces principes, on peut amener ces populations-là à s'intéresser à ce qu'on va aller leur dire et donner à cela un caractère absolument républicain. Monsieur le Président, je vous prie de vous revenir dans 2 jours, 3 jours, une semaine. Donnez-moi, je vous assure, je vous reviens avec des résultats. C'est fait. Mais quel est le ministre, qu'on me le dise, qui est en capacité de faire ça aujourd'hui au Gabon? Si on va même jusqu'à faire des cahiers avec l'effigie du président de la République, pour lui dire combien on l'adore, on l'aime, mais mon Dieu, on n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'a pas à dire à M. Oligui qu'on l'aime, qu'on l'adore. C'est l'avenir de nos enfants dont il est question. C'est de l'avenir de nos enfants dont il est question. Et ces enfants-là ont besoin de grandir dans cet esprit de neutralité. Et c'est justement à l'école que l'on apprend ces fondamentaux. C'est à l'école où on va consolider tout au long de ses études, de ses apprentissages, bien évidemment, son discernement, sa capacité à demain être libre et à incarner des citoyens qui seront en capacité de porter ce pays, de le défendre, de le représenter et surtout de participer à son éternité. Mais si on commence déjà à inculquer des idéologies politiques à nos enfants, si on commence déjà à inculquer à nos enfants le culte de la personnalité, le Bénin dont on a parlé récemment dans une autre actualité abondante, vous vous souviendrez que Patrice Talon avait instruit de prendre une loi qui justement interdisait le kounabélisme, le culte de la personnalité, l'évocation du nom du président et des autorités avec beaucoup trop de dithyrambisme, des éloges. C'est-à-dire qu'au Bénin, aujourd'hui, quelqu'un va en prison pour ça. Parce qu'il a trop dit qu'il aime trop le président. Parce qu'il a voulu trop chanter la gloire du président. Il va en prison pour ça. Ce n'est pas fortuit. Parce que cela biaise le débat, biaise les réalités. Pourquoi cette volonté absolue et exacerbée,
de culte de la personnalité. Parce que justement, on veut masquer les yeux du président sur les véritables attentes de la ministre ou du ministre pour que le président s'endorme sur le supposé amour qu'on lui vend. C'est le meilleur. J'aime monsieur le président. Oh, monsieur le président, qu'est-ce que vous êtes magnifique. Oh, monsieur le président, qu'est-ce que vous êtes le plus beau, le plus intelligent, le plus puissant, le plus fort, l'homme choisi de Dieu. Tout ceci, pourquoi? Parce que le jour où le président voudra avoir un regard très, très sérieux sur ton activité ministérielle, il va se rappeler que tu es son soutien fidèle, qu'il aime, qui lui chante des louanges. Et donc, il va te passer tout. Tu commets des infractions, bof. C'est mon soutien le plus fidèle. Donc, on biaise tout. Et on empêche, bien évidemment, un traitement véritable des agents en responsabilité. Parce que comment voulez-vous que un président de la République condamne un ministre qui lui chante des louanges, même si le fait de chanter ces louanges est une violation de l'ordre public, mais tant que c'est à lui que sont adressées ces louanges, le président aura quand même du recul dans la condamnation. Et vous ne voyez pas que ça détruit notre société aujourd'hui? Nos frères et sœurs qui se disent activistes pour le pouvoir, quand vous les voyez dans les marchés, ils commettent des infractions. Quand vous les voyez dans la rue, ils violent même la sacralité des établissements. Vous savez, un établissement, une école, est un lieu sacré. Que les gens entrent dans une école avec des caméras en main pour aller faire du tapage, peu importe le bien fondé de ce qu'ils dénoncent, il y a des procédures pour ça. L'école est sacrée. Mais vous voyez nos frères et sœurs activistes là, aller dans une école, tel directeur a refusé tel espace, machin, l'anarchie totale. Mais comme ils disent qu'ils font ça au nom du président, comme ils disent qu'ils font ça pour satisfaire le président, comme ils disent qu'ils sont les soutiens du président, on va passer ça comme si ce n'était rien, alors que ce sont des actes graves. Ce sont des violations graves parce que les milieux scolaires sont des milieux absolument sécurisés. Et une infraction que tu commets à l'extérieur trouve ses conditions et causes d'aggravation quand tu la commets dans un établissement scolaire. Parce que ce sont des lieux inviolables. Et cette inviolabilité voudrait dire que vous ne pouvez pas, sans habilitation expresse, je n'ai pas dit l'habilitation de la bouche, habilitation expresse. Tu as un ordre de mission noir sur blanc. L'autorité que tu vas voir informer que tu arrives, l'autorité doit vous recevoir, poser vos questions, faire votre mission dans la limite de ce qui est prévu par le mandat qu'on vous fait et lui répondre en retour. Vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas mettre les pieds dans un établissement public. C'est sacré. Mais dans un pays où on ne sait plus finalement ce qui est sacré de ce qui ne l'est pas, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On se demande, mais comment on fait? Donc, moi, je suis très contente de cette mesure du président de la République. J'ai dénoncé Swali. Aucun ministre, personne, même pas le président, n'a daigné corroborer mes propos. Donc, au-delà de ce qu'on va dire, est-ce qu'ils vont vraiment mettre ça en pratique et autres, moi, je suis déjà contente. Au moins que le gouvernement en tienne compte. Peu importe les motivations, ce n'est pas ce qui me regarde. Ce qui me regarde, c'est que mon combat a été entendu. Maintenant, il faut que l'on voit le respect et l'applicabilité. On veut voir le respect de cela. Parce que quand même, un président que vous avez voté à 94%, vous ne pouvez pas manquer de respect à ses décisions. Vous ne pouvez pas ne pas respecter ses positions. Donc, l'amour que vous chantez toujours d'Oligui Nguema, que vous aimez Oligui, vous aimez le président, c'est le meilleur, c'est le plus brillant. Cet amour-là, on veut le voir dans votre respect. Que je ne vois plus et que je n'entende plus un ministre de la République chanter les chants de Dieu. Alléluia, oh Dieu, tu es puissant. Il faut arrêter ça.
s'interdit par la neutralité que vous-même vous avez rappelée ici. Vos convictions personnelles, vos convictions religieuses, vos convictions philosophiques et politiques, vous les gardez pour vous tant que vous êtes en responsabilité. Vous les gardez pour vous dans votre maison, dans votre cuisine. Vous faites attention à ce que vous ne soyez jamais filmé dans une position où vous exprimez vos convictions religieuses, où vous exprimez vos convictions politiques, où vous exprimez vos convictions philosophiques. Retenez-le. N'est pas agent public qui veut, mais qui peut. N'est pas agent public que l'on soit fonctionnaire, stagiaire, contractuel. N'est pas agent public qui veut. Est-ce que vous comprenez? Et même quand on fait de la politique, quand on est ministre, on ne fait pas de la politique politicienne. Quand on est ministre, on ne fait pas de la politique partisane. Quand on est ministre, on fait des politiques publiques. On n'agit que conformément aux politiques publiques. On n'agit que dans l'expression des politiques publiques. Donc, même si votre parti politique pense qu'il faut couper les têtes à tous les homosexuels, quand vous faites de la politique et que vous êtes ministre de la République, vous ne pouvez plus dire cela. Parce que vous n'incarnez plus votre parti politique. Vous ne représentez pas votre parti politique. Vous représentez la nation, vous représentez le peuple. Vous êtes au service du peuple. Donc, vos convictions ou les convictions de votre parti politique qui est une section du peuple, qui ne peut donc s'arroger l'exercice de la souveraineté, c'est écrit dans la Constitution, article 3 et suivant. Constitution référendaire, pas la Constitution d'Ali. La Constitution de M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Vous allez y voir très clairement que, eh bien, quand on décide de devenir agent public, ce n'est pas une obligation, je le dis encore une fois. Ce n'est pas une obligation. Je suis de profession libérale. Je ne suis pas soumise au statut de la fonction publique. Je ne suis pas fonctionnaire, je ne suis pas contractuel de l'État, je ne suis pas stagiaire dans une quelconque administration. À partir de cet instant, ce statut, leur déontologie ne me regarde pas. J'ai ma déontologie à moi qui concerne, eh bien, ma profession. Comme chaque entreprise a ses déontologies à elle, ses valeurs. La différence entre nous autres, qui sommes du privé ou qui sommes du salariat, et les agents publics, c'est laquelle? La différence, c'est que, voyez-vous, moi, Maître Marlène Fabienne et Soleil Fontaine, je peux danser sur les réseaux, je fais tout ce que je fais là. Mais personne n'est obligé de me subir. Si vous vous estimez que vous ne pouvez pas avoir un conseil qui danse sur les réseaux sociaux, vous ne serez pas contraint d'avoir un conseil qui danse sur les réseaux sociaux. Vous ne serez donc pas obligé de me subir, moi. Si j'ai des convictions qui condamnent les coups d'État, alors que vous faites la promotion des coups d'État, vous ne serez pas obligé de venir confier votre affaire à quelqu'un qui condamne les coups d'État dont vous faites la promotion. Vous aurez le choix parce qu'il y aura d'autres conseils qui pourront correspondre à vos critères. Et donc, rien ne vous obligera à venir soumettre votre dossier chez Maître Marlène Fabienne et Soleil Fontaine. Parce qu'il y aura d'autres maîtres qui seront en capacité de correspondre à vos convictions à vous. Si vous n'aimez pas les personnes qui font des photos, qui se maquillent, qui mettent des perruques, qui font des choses, vous dites non, moi mon affaire, je ne peux pas avoir pour conseil ou avocat, eh bien, quelqu'un qui met du rouge à lèvres, qui met le vernis à ongles, Donc, je ne vais pas confier mon dossier. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai la liberté d'aller consulter d'autres conseils qui rentrent dans mes cases, mon dossier, pour leur confier mon dossier. Alors que c'est différent avec les agents publics. Tu ne peux pas les choisir à la carte. Tu ne peux pas dire que, par exemple, pour te faire ton passeport, c'est toi qui vas choisir l'agent devant lequel tu passes.
Si une personne qui travaille au CEDOC a utilisé son temps qu'il estime libre pour prendre son téléphone, faire la petite vidéo, pour dire vraiment, vous tous là, qui rectifiez l'âge, j'en ai marre de vous. Vous n'avez pas honte, vous êtes indignes, vous êtes des fiottes, vous êtes ceci, plein. Et puis, moi je pars, j'ai rectifié l'âge. J'arrive au CEDOC là-bas, je tombe nez à nez avec l'agent que j'ai vu sur les réseaux sociaux dire ça. Je ne vais pas dire que ce n'est pas moi qui choisis là-bas qui va me recevoir, il va me recevoir. Je serai obligée. Dans ma demande de passeport, eh bien, on me demande de justifier celui qui va peut-être prendre en charge mon voyage. Si je voyage, je mets le nom du mari de quelqu'un. Et puis, je joins ces documents et tout là-bas au passeport. Et puis, l'un des agents publics regarde comme ça. Mais ça, c'est le mari de la voisine, de la cousine, de la camarade que je connais au quartier. Comment ça? C'est lui qui prend en charge. Elle prend son petit téléphone, tchac, elle prend la photo, elle envoie à la copine de la camarade, de la cousine de... Ça arrive chez la copine là-bas. La copine, regardez, hier, donc mon mari me trompe avec Marlène Fabienne et Sola. Donc elle fait l'ongouda sur les réseaux sociaux alors que c'est ma rivale. On pense qu'elle travaille alors qu'elle est entretenue par mon mari, l'argent de ma sueur. Voilà que Marlène et Sola est dans les problèmes parce qu'un agent public a pris. Mais le jour où je suis encore dans le besoin de solliciter le même service-là, je ne vais pas choisir que je pars devant tel agent. Pourtant, je peux savoir que c'est tel agent qui a transmis telle information ou tel document. Je ne peux pas choisir. C'est pour cela qu'on dit, n'est pas fonctionnaire qui veut. Vous voulez jouir de toutes vos libertés, chers compatriotes? Démissionnez. Devenez salarié. Allez chercher le travail. Vous savez, les fonctionnaires ont ce qu'on appelle la garantie de l'emploi. Nous, les gens du privé, on n'a pas la garantie de l'emploi. Hein? Nous, profession libérale, il y a des avocats à Libreville qui sont pauvres, qui ne peuvent même pas avoir 500 000 par mois. J'en connais. Tout comme il y a des conseils juridiques comme ça. Parce qu'en fait, tu as des clients, selon toi-même, soit c'est ton travail qui part de bouche à oreille pour t'amener plus de monde, soit tu as une petite notoriété qui t'aide à avoir des clients. Et moi, j'ai la grâce de jouir de cela. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je connais des gens qui sont dans les professions libérales qui n'ont pas de clients, qui ont du mal à payer leurs charges. Dans l'immeuble où je suis, combien de cabinets ont déjà déserté? Ça fait 2 ans que je suis là. Ils commencent bien, à un moment donné, ils ne peuvent plus payer le loyer, ils ne peuvent plus payer les charges, ils ne peuvent plus rien, ils sont obligés de fermer et de garder leur entreprise dans leur sacoche. Alors que l'agent public, qu'il pleuve, qu'il neige, il a son salaire. Il peut rester à la maison. Au Gabon, moi je connais des agents publics qui restent à la maison. Parfois même du fait de l'administration publique. On appelle ça condamnation disciplinaire. Mise à pied non notifiée. Si tu étais en poste quelque part, on t'enlève de ce poste, on ne te réaffecte nulle part, tu traînes là à la maison. Il y en a qui font une année, 2 années, 3 années, là, assis à la maison. Le salaire passe, peut-être pas les prix, mais autres, mais le salaire passe. Les agents du privé n'ont pas ça. La garantie de l'emploi que les fonctionnaires et les agents publics ont. Les agents du privé ne l'ont pas. Hein. Parce qu'au privé, là, on peut t'éjecter de l'entreprise du jour au lendemain. Alors qu'un fonctionnaire, dès qu'il est titularisé, un agent public, dès qu'il est titularisé, là, c'est à vie. Jusqu'à ce que l'âge de la retraite arrive. Sauf faute et machin et autres. Sinon, il ne craint rien. Il aura toujours son salaire. Donc, il a la garantie du salaire, la garantie de l'emploi. Et si on avait été un État qui respectait les principes, le principe de carrière serait respecté, c'est-à-dire les avancements, etc., les reclassifications, etc., etc., les recatégorisations interviendraient tout naturellement sans besoin d'intervention de politique et autres. Est-ce que vous comprenez? Donc,
Un agent public, nous, on est obligé de le subir. Et tant que tu es agent public, tout citoyen doit se sentir en sécurité chez toi, dans ton administration. Que ce soit un citoyen qui va avoir recours à ton administration demain, que ce soit un citoyen qui ne va pas avoir recours à ton administration demain, il doit y avoir une relation de confiance. Mais si je connais déjà les opinions personnelles de quelqu'un dans une administration, je ne me sens plus en confiance. Si je suis boutiste ou nganga, je sais que Madame la ministre de l'Éducation nationale ou Madame la ministre, pour ne pas la citer, porte-parole du gouvernement, la ministre de la Pêche, eh bien, elle est maman pasteur. Mais moi, le nganga, reconnu que je suis nganga, je ne me sens pas en sécurité. En tant que citoyenne, d'aller avoir recours à cette administration. Si je voudrais solliciter de cette administration d'avoir des bateaux, d'avoir des ceci, d'avoir de cela, utilement, je sais déjà dans ma tête que c'est possible que ça ne marche pas. Comme je suis cataloguée nganga et que la maîtresse du ministère, elle est chrétienne et elle dit ouvertement que les nganga, c'est le diable, c'est la sorcellerie, donc moi, je ne peux plus me sentir en sécurité dans cette administration. Donc je préfère, même si j'y avais droit, de ne même pas recourir parce que je sais que je vais être stigmatisée, ne serait-ce que par le regard. Même si certains feindront ou ils vont me faire tourner, je n'accéderai jamais à mes droits. Politiquement parlant, pourquoi dépolitiser l'administration publique? On le voit tous aujourd'hui et quelqu'un l'a écrit. Tous ces directeurs d'administration publique qui obligent les agents de ces différents ministères-là à aller participer à des événements publics. Celui qui ne vient pas devient l'ennemi du service. On lui met les bâtons dans les roues. Jusqu'à ce qu'on les vince de là, si on en a le pouvoir. Mais il faut dépolitiser. Brice Clotaire Oligui m'a dit, je ne veux plus ça. Vous qui l'aimez au plus profond de vos êtres, essayez d'écouter ce monsieur. Parce que là, pour cette question-là, il est dans la vérité. Il est dans la raison. Écoutez maintenant. Et que lui aussi, il sévisse ceux qui n'écoutent pas. On ne veut plus les chefs d'État qui menacent de sévir et qui, au final, ne sévissent pas. Nous voulons qu'ils sévissent. Et il doit sévir de la tête. Et lui-même, il a dit dans ce communiqué, surtout les responsables, surtout ceux qui sont en grande responsabilité, les cadres, au nom de quoi les directeurs d'administration publique demandent à nos frères et sœurs agents publics qui n'ont pas envie de faire de la politique d'aller arborer des t-shirts aux effigies des acteurs politiques pour aller faire acte de présence pour prouver leur amour au président. Non, monsieur le président, je ne sais pas ce qu'ils vous ont dit. Hein. Personne n'a besoin de prouver votre amour, son amour à votre égard. Aimer quelqu'un, c'est un sentiment personnel que chacun vit dans son cœur. Quelqu'un peut porter votre t-shirt, votre casquette et ne pas vous aimer une seule seconde. Et c'est une question subjective qui n'intéresse pas l'État, qui n'intéresse pas la République et qui ne vous donne aucune valeur, qui n'en élève même pas une petite. Donc, monsieur le président, fermez les oreilles à cela. C'est pour vous endormir. C'est pour que vous n'ayez pas les yeux ouverts, grandement sur ce qu'ils doivent accomplir et faire. Parce qu'ils vont tellement vous fatiguer l'esprit, à vous faire roi, à vous dire roi, à vous consacrer Dieu sur terre, pour que vous détourniez votre regard des attentes des populations, pour que vous détourniez votre regard de leurs livrables. Vous leur confiez des responsabilités, on attend les résultats. Mais au lieu de ça, ils vont faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis, monsieur le président, vous savez combien nous vous aimons. Vous savez que, franchement, monsieur le président, depuis que vous êtes au pouvoir, franchement, vous avez restauré le Gabon, vous avez restauré la République. Vous-même, vous savez que c'est pas vrai. Mais nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres faits de chair. Nous sommes des êtres qui succombions naturellement à ces flatteries, quoi qu'on en dise. Nous sommes humains et la chair est faible. À un moment donné, tu finis par céder. Et tu te dis que là, finalement,
Ah non, ce que je fais bien. Ah ok, je pensais que, mais pourquoi Marlène dit que moi je fais mal? Pourquoi Marlène me condamne? Pourquoi Marlène... Mais attends, ça veut dire que cette compatriote me déteste? Mais pourquoi elle me déteste? Je ne la connais pas, mais pourquoi elle me traite comme ça? Parce que on est venu dire que, ah monsieur le président, voyez-vous, le peuple gabonais vous adore. Vous êtes le sauveur du peuple. Mais ce n'est pas ce que le président attend de ses ministres. Le président attend que vous lui disiez, monsieur le président, nous avons été à Lambaréné. À Lambaréné, nous avons fait le recensement de tous les cas sociaux et nous avons constaté qu'il y a 50 filles mères. Nous avons constaté qui vivent sans ressources. Nous avons constaté qu'il y a tant de vieilles personnes qui vivent dans des situations extrêmement précaires. Nous avons constaté, monsieur le président, le peuple a besoin que vous preniez vos responsabilités ou le peuple a besoin que, bien évidemment, vous établissiez les politiques publiques le plus rapidement possible pour les sortir de ces conditions-là, notamment pour les amener à atteindre eh bien, la dignité humaine que vous avez promis. C'est ce que le président attend de vous. Pas que vous veniez lui dire combien il est beau, il est mignon. Il a déjà sa vie privée pour le lui dire tous les jours. Combien il est beau, il est mignon, combien le peuple l'aime, combien le peuple l'adore, combien on pense qu'il est le sauveur. Un peuple n'a pas besoin de sauveur. Un peuple n'a pas besoin de sauveur. Un peuple a besoin d'un homme qui agit au quotidien en conscience de ce que je dois transformer les vies de mes compatriotes. Quand les Gabonais crient sur les réseaux sociaux aux coupures d'électricité, un chef d'État, il ne doit même plus dormir tant qu'il n'a pas trouvé de solution à cela. Quand les Gabonais crient ne plus avoir d'eau dans leur robinet, un chef d'État, il doit se dire, mais non Dieu, comment les Gabonais n'ont pas d'eau? Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'il faut aller voir? Tout le monde doit être à pied d'œuvre pour trouver des solutions aux Gabonais. Et l'amour vient naturellement. Et nous avons la chance d'avoir un peuple qui est très reconnaissant des bienfaits. Regardez vous-même la campagne ou la pré-campagne actuelle. Les arguments pour soutenir un candidat, c'est « il m'a aidé ». Oh, il m'a soutenu. Oh, quand j'ai eu besoin de lui, il m'a aidé. Oh, quand j'ai eu besoin de lui, c'est lui qui m'a acheté la nourriture. C'est lui qui m'a acheté les fournitures de l'enfant. C'est lui qui m'a fait envoyer à l'école. Quand j'ai voulu partir en France, c'est lui qui a payé mon billet d'avion. Voilà comment on soutient un homme politique. Non pas sur son projet de société. Non pas. Donc, ça peut être une chance. Et donc, si vous voulez être aimé, adulé, adoré par le peuple, transformez juste les vies de ces Gabonais. Transformez leur vie. Pour revenir donc à notre sujet, excusez-moi. Voyez-vous donc, j'ai entendu plusieurs de mes compatriotes, certains collègues juristes et tout dire non, c'est pas possible. Vous savez, le président de la République, il a envie de mater les Gabonais. Parce que là, il est en train de violer les libertés pourtant garanties dans la Constitution. Articles 13 et 14 sont clairs sur la liberté de croyance de tous les citoyens. Mais coco, mais cocotte, est-ce que vous vous souvenez ce soir du débat sur le référendum? Moi, face à monsieur le ministre actuel des institutions, je vais encore écorcher son nom, je n'arrive jamais à bien dire son nom, le monsieur de réagir, François, je crois, Ndongobian. Oui, François Ndongobian, c'est lui. Est-ce que vous vous souvenez? J'ai dit je ne devais pas dire les noms, mais bon, comme ce n'est pas négatif ce que je vais dire, ça va. Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'avais dit quand les Gabonais m'ont crié dessus? Quand les Gabonais ont dit, oh, je n'ai pas géré le débat. Oh, je me suis énervé, j'ai boudé. Mais attends, quand vous écoutez les absurdités, excusez-moi, vraiment, excusez-moi, sur un plateau autant de fois et que vous n'avez même pas la possibilité de réagir quand vous le voulez, mais vous vous excédez. J'aurais pas dû m'excéder. Je n'aurais pas dû montrer que j'étais tellement au bout de ma vie que, non, je ne parle plus. Pourquoi je vais parler? Je n'aurais pas dû le faire. C'est vrai, c'est pas correct, c'est pas élégant, c'est pas classe, c'est pas... Mais là, je me suis comportée comme une bonne Gabonaise du village. C'est-à-dire que tellement le débat, c'était le ras des... Je ne sais pas comment vous dire ça. J'ai dit, OK, partons dans les tréfonds, des sous-sols, des... Je ne sais pas, des égouts. Et puis, je réagis comme au quartier. Parce que le débat n'était pas à la hauteur. Je vous rappelle cette période ou ce moment, pourquoi? Parce que quand j'avais dénoncé l'article 26,
Prenez-le, allez le lire. Quand j'avais dénoncé, j'avais dit à M. François Dombian ce soir que, mais monsieur, vous dites que c'est la plus belle constitution. Elle garantit toutes les libertés. Est-ce que vous avez lu l'article 26? L'article 26 précise que tout cela, je dis bien tout cela, est limité, est susceptible de limites. Et je vais vous lire l'article. C'est très important. Ceux qui ont leur téléphone parallèle, ouvrez-les. Ceux qui ne l'ont pas, je vais encore la sacrifier de la République, le faire pour vous, comme toujours. Constitution gabonaise. Vous tapez ça sur Google. On va vous la montrer, vous aurez ça. L'article 26. Les droits et libertés énoncés par la présente Constitution s'exercent dans les conditions déterminées par la loi, dans le respect de l'ordre public et de tout principe ou objectif protégé par la Constitution, et sans qu'ils puissent porter atteinte aux droits d'autrui. Ils pourront ainsi être soumis à certaines formalités, restrictions ou sanctions établies par la loi et considérées comme nécessaires dans une société démocratique. Point. Je ne sais pas si on peut faire plus clair. Donc, quand vous lisez le principe, qui est dans les articles 13 et 14, je cite, « Les libertés de conscience, de pensée et de libre pratique de la religion et de culte sont garanties à tous. » Si vous vous limitez là, vous dites que c'est bon. Les fonctionnaires sont comme tous les autres citoyens. Donc, on doit leur accorder la pratique sans limite de leurs droits. Vous lisez encore l'article 14, je cite, « L'État garantit aux citoyens l'égal accès à l'information. Toute personne a droit à la liberté d'opinion, d'expression, de communication et de presse. » Là encore, vous dites, mais la Constitution a dit toute personne, tout le monde. Sauf que si vous faites la lecture isolée de ces deux articles, vous faites une lecture erronée de la Constitution. Je peux même vous trouver d'autres limites encore dans d'autres articles, mais l'article qui m'a retenu et qui a retenu mon attention pendant la période référendaire, là, c'est le 26. Parce que je vais vous rappeler, et je le dénonçais à la télé, je disais ceci ce jour. On ne peut pas dire que ces droits sont absolus et lient obligatoirement les pouvoirs publics et aller greffer un article qui soit de limitation. Parce que on vous parle, on vous dit quoi? Des droits et libertés fondamentaux. La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme qui lient obligatoirement les pouvoirs publics. Et 26, on vous dit non. Les pouvoirs publics peuvent y déroger. Et on vous dit non. Ce qui a été énoncé là, ce n'est qu'une belle litanie de belles intentions. Une belle kyrielle de belles intentions. Mais ce n'est pas du tout, eh bien, ce qu'il faut. Il faut donc aller chercher dans les lois comment ces libertés vont s'appliquer. Et on vous dit que pour les agents publics, voilà comment elles s'appliquent. La liberté d'expression, oui, dans ta maison. Avec tes amis. Même avec tes collègues, tu ne peux pas. Tes opinions, tu les gardes pour toi. Parce qu'entre collègues, la question de publicité, elle s'établit. Parce que tu peux corrompre tes collègues. Tu peux les amener à faire comme toi. Je vais vous rappeler, c'est un petit souvenir de cours, bien évidemment, de droit pénal. Et voilà. Donc, sur la question de l'apologie au crime,
au terrorisme, il y a tellement des arrêts sur la question d'apologie. Il y a eu dans une caserne un militaire qui justement avait fait apologie à l'acte de terrorisme, aux actes de terrorisme, donc qui justifiait un peu, qui disait que oui, mais il avait un peu raison et tout, mais donc voilà. On dit, ah, on l'a poursuivi en justice pour apologie au terrorisme. Il s'est défendu en disant non, mais j'étais entre collègues. Donc, la question de la publicité, c'est de ça dont je veux parler, n'est pas remplie. On dit si. Les premiers juges ont dit que si. Les deuxièmes juges ont dit non, puisque ce sont les mêmes collègues et tout, et qui partagent. Donc, la question ne se pose pas. En tout cas, ça s'est conclu en disant que non. Il y a publicité. Parce que tu peux corrompre l'autre. Et Dieu seul sait combien les radicalisations se font dans les casernes. Il y a eu une autre histoire où on arrête un suspect, on se met dans la voiture et entre policiers, on échange des paroles. Et là, la question de la publicité s'est établie avec beaucoup plus de facilité. Pourquoi? Parce que là, on s'est dit, le prévenu qu'on vient d'arrêter, c'est une personne extérieure. Et si c'est une personne extérieure, c'est forcément un public. Et donc, la publicité est établie. Et si la publicité est établie, donc c'est condamnable. C'est la publicité qui fait tout, qui qualifie la violation et l'atteinte. Donc, pour revenir à ce que je vous disais, la liberté d'expression, d'opinion, de croyance, tout ce que vous voulez là, c'est garanti aux agents publics, mais en privé. Rien ne doit être public. Rien ne doit sortir, on ne doit pas le savoir. Parce que cela ne doit pas influencer la confiance que les citoyens et les usagers du service public ont dans l'administration publique. Cela ne doit pas favoriser certaines sections du peuple gabonais dans l'accès à certains droits dans certaines fonctions publiques. Cela ne doit pas être de nature à créer des situations de favoritisme, tout comme cela ne doit pas empêcher certains compatriotes d'accéder à certains droits parce qu'ils ont des convictions politiques différentes. Et vous savez que nous le vivons au Gabon tous les jours. Pour peu que je me sois exprimé de ma pleine citoyenneté pendant la période de référendum, pendant la période des élections présidentielles, j'ai subi de tout. Les menaces de mes clients, les privations de mes revenus. J'ai subi de tout. Certaines administrations, quand tu y vas, on te regarde à ça fait rien. On fait genre, parce que les gens ont peur. Ont peur parce que les gens connaissent tes convictions. Et les gens ont peur que toi, on te reçoive bien chez eux. Et que cela arrive chez le chef, que toi tu critiques, qui est leur chef, et qui a la discrétion de les maintenir au pouvoir ou de les enlever. Et donc, ils font le choix de s'auto-censurer et de ne pas te recevoir. Parce que te recevoir, c'est t'encourager, c'est te soutenir. C'est comme si ils combattaient le chef que toi, tu combats. C'est comme si donc ils épousaient ton combat. Donc, tes convictions, toi qui n'es sous aucun statut, tes convictions t'empêchent, toi, d'user du service public, d'avoir accès au service public comme tout le monde. Parce que malheureusement, eh bien, tu as des convictions qui font peur à ce que l'on te délivre le service public. Je le vis tous les jours. Depuis l'élection présidentielle, je refuse de parler aux médias. Je refuse de faire des interviews. Je refuse de participer au débat. Je me dis, j'ai ma petite page Facebook, au grand bonheur, mon opportunité, ma disponibilité, j'allume, je parle. Je refuse tout cela. Pourquoi? Parce que j'ai perdu trop de temps à aller répondre aux interviews, à aller participer aux débats préenregistrés et ne voir jamais ces débats publiés. Et se retrouver avec ces débats censurés. Pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, là, je crois la semaine dernière, j'ai participé, je vais faire par respect de ce compatriote que je ne veux pas mettre dans les problèmes,
je vais taire le nom du média. J'ai été bousculée dans ma convalescence pour me demander de faire une interview d'une chaîne de télévision gabonaise qui me demande de faire une interview. Je dis d'abord ma réticence. Je dis non, j'avais décidé de ne plus faire des interviews. Mais comme avant de partir du Gabon, j'en ai quand même fait une qui va paraître dans pas longtemps dans un média. Je dis ok, pourquoi pas. Ils ont tellement insisté, j'ai accepté. J'ai bloqué mon travail. J'ai laissé mes dossiers, les dossiers de mes clients pour faire cette interview. Elle est concoctée, elle est faite. Au moment de passer, on la censure. On la censure, on m'appelle, on me dit non, finalement, ce n'est plus passé. Pourquoi? Oh non, le responsable a dit, ça ne peut pas passer. Je réécoute cette interview, je me réécoute, je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il y a de répréhensible dans cette interview? Tout simplement parce que les gens s'auto-censurent, les gens ont peur. Et pourquoi? Parce qu'ils connaissent mes convictions. Et certains se disent non, si on la reçoit, si on la fait passer chez nous, défendre ses convictions ou défendre ce qu'elle pense, on pensera qu'on la soutient. Et si on la soutient, ça veut dire qu'on est contre le chef de l'État. Je ne sais pas quel est le jour où je me suis exprimée pour dire que je suis contre le chef de l'État. Nous étions dans une campagne, chers Gabonais, grandissons un peu, grandissons. Nous étions dans une campagne. Il y a eu des candidats. J'ai voulu être candidate. On m'a refusé ce droit. Il y en a eu d'autres. J'ai soutenu un candidat. C'est mon droit le plus absolu. Et cela procède de la vitalité d'une véritable démocratie. On sort de là. Comment je peux être contre le chef de l'État? Je n'ai pas à être contre le chef de l'État. Par contre, si le chef de l'État fait des choses qui ne correspondent pas à mes valeurs et à ce que j'estime et qui est documenté par les textes de notre République, que notre République devrait être, eh bien, j'ai l'obligation citoyenne, article 27-28, à les lire. Eh bien, de dénoncer, de défendre cela. Il est où cet article magnifique que j'adore? 28. Chaque citoyen a le devoir de respecter et de défendre. Eh bien, c'est le 27. Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie. Il se doit de respecter et de défendre le patrimoine national et les biens publics. Il a l'obligation de protéger et de respecter la Constitution. Mais je protège la Constitution. Les lois et les règlements de la République. Alors, comment pensez-vous donc que je vais protéger, moi en tant que citoyenne gabonaise, la Constitution, les lois et les règlements de la République, si ce n'est en dénonçant et en vous disant ce que je vous dis là? C'est une obligation et chacun de vous doit pouvoir l'utiliser. Moi, j'ai l'opportunité d'avoir une voix qui porte. J'ai l'opportunité d'avoir une audience. J'ai l'opportunité d'avoir un intérêt, je ne sais pas, dans les Gabonais. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je parle, ça interpelle, ça questionne et ça intéresse les Gabonais. Donc, pourquoi me priver de ce droit absolument constitutionnel d'interpeller sans pour autant aller me cacher dans la peur que les uns et les autres traduisent cela en appel de pied? Le niveau de la réflexion citoyenne, de l'engagement citoyen. Le niveau du citoyen gabonais aujourd'hui, c'est que quand on se montre d'impartialité, d'objectivité, d'analyse, de réflexion, on fait les appels de pied au pouvoir. C'est cela le Gabonais. Mais je ne vous donne pas tort, parce que c'est vous qui avez fabriqué cet environnement comme ça. Il est impossible d'avoir des contradictions aussi fortes et virulentes que peuvent être les expressions de ces contradictions au Gabon, et bien évidemment se permettre un langage et un discours objectif. Je pense que beaucoup me découvrent, certainement,
Parce que ceux qui me connaissent vraiment depuis 2020 que j'avais ma page sur Facebook, vous savez que moi, je n'ai jamais été dans les extrêmes. Je déteste l'extrémisme. La radicalisation ou la radicalité, je ne suis pas dedans. Ça m'étouffe très vite. Donc oui, je peux avoir des positions absolument fortes sur ou contre quelqu'un et être en capacité de voir le bien dans cette personne. C'est cela, moi. Et je ne vais pas changer parce que M. Oligui est au pouvoir. Quelle est la loyauté que je dois à Ali Bongo que je ne devrais pas à Oligui Nguema? Je ne dois la loyauté à personne si ce n'est à mon Gabon. Et toute personne qui parle au nom de mon Gabon, c'est à son endroit que je dois ma loyauté. Je ne peux donc pas être celle-là qui peut être utilisée demain pour dire que il faut maintenant aller exprimer une loyauté à une personne pour pouvoir porter atteinte au Gabon. Jamais je ne le ferai. Je ne le ferai pas. Donc, à un moment donné, grandissons. La réserve dont on parle, elle est violée tous les jours. La neutralité dont on parle est violée tous les jours. Quand alors que le président de la République est investi président, on initie un culte que personne ne connaît et ne comprend, traditionnel, avec des pratiques, des croyances et consorts. Vous pensez qu'on est dans la République? Non, on n'est pas dans la République. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun acte qui ait établi que le Gabon se fonde sur la pratique du bouti. Et le bouti est devenu la religion de la République. Et dans ce cas, on enlève toutes les dispositions relatives à la laïcité dans la Constitution et on dit que le Gabon tire son pouvoir du bouti. Et donc, tout Gabonais doit être initié au bouti et à partir de cet instant, oui, la prestation du serment du président de la République doit se faire en présence du bouti. Et ça n'affectera personne. Mais aujourd'hui, le bouti n'est pas une pratique d'État du Gabon. C'est une croyance comme toute autre. Et chacun est libre d'y adhérer ou pas. Chacun est libre de la pratiquer ou pas. Comme toutes les autres qui existent. Comme toutes les autres qui existent. Et quand on dénonce ce genre de choses, vous dites qu'on fait les rabat-joie. Vous dites que là, vraiment, on fait de la mauvaise foi. On n'aime pas le président. Il n'est pas question d'amour ou de désamour. Il est question de conscience républicaine, de conscience patriotique, de conscience citoyenne. Est-ce que c'est la République que nous voulons? La réponse est non, parce que ce sont nos textes qui doivent guider nos actions. Et nos textes interdisent ces comportements. Mais comment faisons-nous pour piétiner et violer ces textes en nous comportant en totale contradiction de ce qui est prévu par les textes? Donc, je vais mettre cela sur le coup de l'ignorance. Le président ne savait pas. Maintenant, il sait. Et c'est peut-être pour cela qu'il a décidé que c'est fini. La récréation est terminée. Obligation de réserve, de neutralité, de discrétion. Donc, vous, agents publics, vous avez le droit de croire ou de ne pas croire, d'avoir vos religions. Mais tant que vous êtes agent public, vous ne pouvez plus être celle qui va monter à l'autel de votre église, chanter le dimanche. Est-ce que vous comprenez cela? Votre prière, c'est dans votre cœur, c'est dans votre maison. Et si vous voulez aller participer à un culte, vous devez le faire dans une discrétion absolue, en vous assurant que vous ne soyez même pas filmé, photographié et consort. Nous autres, on peut encore, on n'est pas encore en responsabilité. Quand tu n'es pas en responsabilité d'État, tu peux être maman pasteur, papa pasteur, aller à l'église tous les jours, chanter, danser, faire ce que tu veux. Aller même danser au banja, dans le temple de boutique que tu veux, tu peux le faire. Mais dès que tu arrives aux responsabilités, tu dois incarner la neutralité. Toutes les croyances doivent pouvoir s'identifier à toi sans soupçonner que tu es des partis pris à l'égard de X ou de Y, sans avoir peur, sans se préoccuper d'un quelconque jugement de ta part. C'est comme cela. Donc, Monsieur le Président, vous avez dit que la récréation est terminée.
Vous avez promis des sanctions, nous les attendons. Nous les attendons parce que des violations, on peut vous en citer tous les jours. Des violations commises par les ministres de la République. Des violations commises par les directeurs généraux qui obligent les agents publics soumis à ce statut, tout comme eux-mêmes, à aller porter des t-shirts de campagne pour aller participer à des réunions de campagne sous peine de menaces, sous peine de violations, sous peine de perte de l'emploi, sous peine de perte d'avancement, sous tellement de pertes. Et comme il se fait tard, je voudrais quand même, au-delà de l'obligation de réserve, de discrétion, de neutralité, vous rappeler que l'obligation de désintéressement, peut-être ça doit faire l'objet d'un live particulier. L'obligation de désintéressement, chers compatriotes. On le voit ici et on le voit même sur les réseaux sociaux, parlant de notre fonctionnaire influenceuse, notre très chère. On le voit. Oh non, mais elle fait son commerce en ligne et tout. C'est interdit. C'est interdit. Par le même statut. C'est interdit. Il y a ce que l'on appelle l'obligation de désintéressement. Un agent public doit consacrer l'entièreté, la totalité, l'absolu, tant qu'il a ou dont il dispose, à son activité professionnelle, à sa mission, à son poste, à ses tâches. Et quand il est libre, il n'est pas totalement libre. Le temps qu'il a, c'est pour se reposer. Même si c'est 3 mois, il doit se reposer pendant les 3 mois. Il ne doit faire aucune activité commerciale, aucune activité lucrative. Je dis bien aucune. C'est interdit. Le principe des désintéressement. Tu dois être dévoué entièrement à ta fonction. Je sais, et là, c'est la Gabonaise qui vit au quotidien avec vous, qui parle, qu'il y a une réelle question du pouvoir d'achat des agents publics. Surtout les petites mains là. Beaucoup, s'ils ne comptaient que sur leur salaire, eh bien, ne pourraient pas vivre dignement. Donc, ils sont obligés d'avoir un petit accès à gauche, un petit bar à droite. J'en conviens. Cependant, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Parce que vous n'aidez pas l'État à prendre ses responsabilités dans ce comportement. Si vous-même vous vous débrouillez en violant le statut, en violant le code de la déontologie, à aller trouver les petits boulots au quartier, à aller faire des petits commerces à côté, vous ne donnez pas l'opportunité à l'État de se rendre compte que votre pouvoir d'achat est tellement insignifiant. Et c'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, les Gabonais ne sont pas en capacité de révolte, ne sont pas en capacité de se dire non, ça suffit. Parce qu'on ne souffre pas. Le Gabonais n'a pas encore souffert. Un fonctionnaire français, il sait ce que c'est la souffrance. Et quand la souffrance atteint sa maison, il est prêt à marcher tous les jours sous la neige pour que le gouvernement change sa condition de vie, réévalue son pouvoir d'achat et l'augmente. C'est là où doivent se poser les vrais débats. L'augmentation du pouvoir d'achat des agents publics. Mais comment on va réfléchir à l'augmentation de votre pouvoir d'achat si vous montrez que vous n'avez pas de problème et que tout baigne dans vos vies? Puisque dans les administrations, vous pouvez faire les commerces. Dans les administrations, vous pouvez avoir bar, taxi et consorts. Dans les administrations, alors que vous êtes des agents publics, normalement, ce sont des activités qui vous sont absolument interdites. Et lesquelles exceptions qui sont admises doivent être autorisées par vos administrations et vos responsables hiérarchiques. Et les quelques autorités, là aussi, sont déjà énumérées, encadrées. Ça veut dire que si votre père était milliardaire, tenancier d'une grande entreprise, il meurt, vous pouvez vous mettre en disponibilité, comme c'est le mot que vous comprenez beaucoup ces derniers temps, pour pouvoir gérer cette activité-là. Ou pour vous mettre à temps partiel. Et là aussi, il y aura des réductions sur votre salaire pour que vous puissiez garder votre statut, mais en aidant la famille dans un laps de temps pour pouvoir se redorer. Mais en dehors de ça, vous ne pouvez pas créer des entreprises. Un fonctionnaire ne crée pas des entreprises. Est-ce que vous comprenez?
Donc, tant que vous vous débrouillez toujours, vous partez chercher la sécurité de la fonction publique. À côté, vous êtes salarié. À côté, vous vous embauchez, vous êtes entrepreneur. Mais comment voulez-vous que le gouvernement constate que vous avez faim, que votre pouvoir d'achat est impossible? Comment? Parce que si vous étiez tous les agents publics du Gabon, concentrés, consacrés entièrement à l'activité de fonctionnaires, d'agents publics, il y a beaucoup de choses qui auraient pu évoluer dans vos sens. Parce que chaque jour, tu te lèveras, tu vas travailler, tu bosses dur, tu reviens. Le peu de temps que tu as, c'est pour te former, t'informer dans ton domaine de compétences pour améliorer tes aptitudes, tes capacités. C'est ça l'agent public. Pour être toujours au top, pour toujours anticiper les besoins des populations, les besoins des usagers du service public, pour les anticiper. Et donc, vous ne pouvez pas avoir de temps pour aller dans les bars, faire tout et n'importe quoi. Un agent public ne fait pas ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous n'étiez résolu qu'à vos postes, et avec ce que vous gagnez pour certains, vous vous rendrez compte que non, vous ne pouvez pas payer de loyer avec. Vous ne pouvez pas mettre le carburant si vous avez un véhicule avec. Vous ne pouvez pas payer le taxi avec. Vos enfants ne peuvent pas aller à l'école dans des conditions absolument idoines. Vous ne pouvez pas. Et à un moment donné, vous allez vous révolter parce que c'est humain. Vous allez vous dire non, 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 ça on n'accepte pas. On ne peut pas accepter. On ne peut pas continuer comme ça. Je me lève tous les jours pour 150 000 par mois. Je vis dans un quartier absolument dangereux. Je ne peux même pas payer mes charges. Je ne peux pas payer l'électricité. Je ne peux pas payer l'eau. Je ne peux pas payer le courant. Mais je vis dans cette extrême précarité. Je fais comment? Alors que tu te lèves tous les jours pour aller travailler. Alors que tu es dévoué. Alors que tu es désintéressé partout. Tu n'es consacré qu'à ton travail et à ton poste. À un moment donné, tu vas te révolter. Le syndicat va avoir le pouvoir, la force de dire non. Le pouvoir d'achat des agents de chez moi, non, ça ne va pas. Ils gagnent 150 000, 200, 300, 500 000 par mois. Avec 500 000, on ne peut pas vivre à Libreville. Même à 1 million, je ne sais pas comment les gens font pour s'en sortir. Même 1,5 million, c'est difficile de s'en sortir. Si tu payes l'eau, nous, chez moi, j'ai 30 000 francs d'eau tous les 2 jours. 30 000. Cuve de 3 000 mètres, de 3 millilitres. Et on doit remplir ça tous les 2 jours. 30 000, tu mets dedans. L'électricité, je n'en parle pas. S'il y a 5 ou 6, 7 clims dans la maison, tous les clims là, si tu les fais fonctionner, ou si les gens qui sont dans les chambres allument ça, vous savez combien ça coûte? Par jour, par semaine? Tu laisses ça. Les gens doivent, tu dois manger. On est en Afrique, on ne vit jamais seul. Tu as le neveu, tu as la nièce, tu as le petit frère, tu as la petite sœur qui est passée par là où donc tu n'as pas vraiment le choix que de t'en occuper. Eh ben, il faut le nourrir. S'il va à l'école, il faut payer sa scolarité. Si tu dois t'occuper de tout ça. Pour un salaire de 1,5 million, tu fais quoi avec? Pas grand-chose. Donc, à un moment donné, comment allons-nous arriver à avoir un pays dans lequel on a des vrais sujets? La question du pouvoir d'achat, qui connaît ça? On a vu, on a augmenté 850 000, mais 150 000 payent quoi à Libreville aujourd'hui? Et comme le Gabonais ne veut pas poser les bonnes questions pour ne pas fâcher les bonnes personnes, il préfère lui-même trouver des solutions. Il va faire des petits commerces à côté, il détourne l'argent, il fait la corruption, les prises illégales d'intérêt, les concussions, il viole tout ce qu'il doit respecter pour vivre. Sinon, il ne tiendra pas. Dès que tu prends un agent public, un cadre, tu enlèves la corruption, tu enlèves la concussion, tu enlèves les favoritismes, tu enlèves les prises illégales d'intérêt et tu enlèves toutes les violations des obligations liées au désintéressement. Il reste chéchène, plus rien du tout. Il n'aura même plus, je ne sais même pas s'il peut vivre 10 jours dans le mois. Il ne peut pas vivre 10 jours dans le mois. C'est pour cela qu'on est un pays corrompu. Parce qu'on ne se pose pas de bonnes questions au bon moment et
On ne veut pas fâcher les bonnes personnes. Mais si on ne fâche pas les bonnes personnes, on va fâcher qui? Si on ne fâche pas les bonnes personnes, on n'aura jamais les bons résultats. Voilà les questions qui doivent se poser en politique. Je vois là, on est à l'approche d'une élection législative. Les débats sont entre l'appropriation du président et sa non-appropriation. Oh non, c'est moi que le président aime. Oh non, c'est moi le vrai parti du président. Oh, moi aussi, j'ai élu le président. Oh, moi aussi. What happened, guy? Oh, guys, what are you doing? What is this? Seriously, I don't understand. C'est quoi? Ah, le président, c'est mon parti, c'est... Les débats de fond, les débats de société, quel est le pouvoir d'achat du Gabonais? Quel est le pouvoir d'achat aujourd'hui? Quel est le salaire de l'agent public? Quelle est de la main-d'œuvre non permanente au sommet, la grille salariale? Est-ce qu'on la compare au... On appelle ça comment? Au niveau de vie. Pour établir un véritable pouvoir d'achat. Est-ce que les salaires des Gabonais, des agents publics, parce que si l'État ne peut même pas déjà s'occuper de ses propres agents publics, ce n'est pas des gens du privé dont il va pouvoir s'occuper, ou des populations. Parce que les agents publics sont à l'image du service qui est fait aux populations. Ce sont les agents publics qui doivent mettre en œuvre tout ce qu'il doit servir les populations. Ce sont les agents publics qui doivent faire en sorte que les populations soient dans de bonnes conditions. Ce sont les agents publics qui doivent faire en sorte qu'on se soigne bien, qu'on mange à notre faim, qu'on se loge bien, qu'on aille à l'école, qu'on ait de bonnes formations, une bonne scolarité. Ce sont les agents publics qui prennent soin des populations. L'intérêt général, pas des intérêts particuliers. Mais si on ne prend pas déjà soin de ces agents publics, si on ne connaît pas déjà ces agents publics, si on ne réfléchit pas aux besoins de ces agents publics, nous connaissons des administrations, même de l'ordre fonctionnel des administrations. Vous savez, il y a des administrations au Gabon, même l'encre, il n'y a pas. Imprimante, il n'y a pas. Les toilettes, il n'y a pas. Bon, ce sont les êtres humains qui travaillent dans ces conditions. Ils vont produire quoi de bon? Si ce n'est venir faire le Congo, ça dans les administrations publiques. Parfois, il y a des administrations, il n'y a même pas Internet. Donc, mais l'agent va venir, il n'a pas de fiche de poste, il ne sait pas ce qu'il fait là. Vous lui donnez, il est assis dans son bureau, il regarde l'heure, ah c'est 7 heures, oh midi, oh je pars, au revoir. Il s'en va. Mais s'il n'y a pas les conditions, il va faire quoi? L'agent public ne va pas inventer, ce n'est pas Dieu. Donc, l'État doit connaître ses combattants, les agents publics, doit les mettre à l'aise à minima pour qu'ils soient tous en condition d'un minimum vital. Et les agents publics doivent comprendre que ce n'est pas parce que j'ai des manquements dans mes droits que je dois maintenant aller violer mes devoirs, que je dois ne pas respecter mes devoirs. Les droits des agents publics se défendent dans des mécanismes syndicaux établis. Les droits des agents publics se défendent. Et le défaut de droit ne justifie pas le manquement aux devoirs, aux obligations. Comprenez-le. Et nous, on a institutionnalisé dans notre pays l'état de non-droit. Nous avons dans notre pays institutionnalisé l'état de non-droit. C'est-à-dire, c'est l'anarchie totale. Chacun se débrouille comme il peut. Celui qui se rend compte qu'avec son salaire, sa rémunération de fonctionnaire, il n'arrive pas à s'en sortir. S'il a l'opportunité de commettre des infractions, de manquer de probité dans l'exercice de sa fonction, il le fait. Il se cache, il sait que même le jour où on le découvre, tellement celui qui le découvre sera aussi dans la misère.
Et il va lui proposer un petit truc pour qu'il se calme un peu. Et ça va aller comme ça de chaîne en chaîne. Parce que celui qui va découvrir que toi, tu es dans le crime ou les infractions, le jour où il le découvre, tu lui dis, ben écoute Coco, tu ne veux pas que je te donne un petit truc? Tu ne veux pas que je te donne un petit truc? On te donne un peu, puisque tu es dans la misère, tu es dans la faim, tu es dans la précarité, peut-être ça fait 2 mois, 3 mois ton véhicule que tu es parti laisser chez le garagiste ne démarre plus. Tu es obligé de mettre ton gros costume là, sous le soleil de Libreville. Et quelqu'un te dit, ben écoute, pour fermer les yeux sur ce que tu as vu, voilà un nouveau véhicule de 90 millions, on te donne ça cadeau, et on te donne une petite enveloppe de 50 millions ou 100 millions. Tu vas dénoncer quoi? Tu sais que l'État ne s'occupe pas de vous. Tu sais que c'est le sauf qui peut. Donc, si toi, tu as eu la chance de découvrir que l'autre est corrompu, tu rentres juste dans la danse de la corruption. Et tu ne vas pas dénoncer parce que toi-même, la corruption ainsi découverte change ta condition de vie. Pourquoi tu vas encore dénoncer? Voilà le mal dont souffre notre pays. Alors, prenons nos responsabilités. Les libertés fondamentales sont reconnues aux agents publics, mais sont restreintes dans leur expression. Et je voudrais finir en disant, on n'arrête pas d'être agent public dès qu'on sort de son bureau. Même à la maison, vous êtes agent public. Même en boîte, la nuit, vous êtes agent public. Partout où vous partez dans le monde, vous êtes agent public. Donc, vous devez vous comporter dignement à chaque instant, à chaque seconde, où que vous soyez. Donc, j'ai vu certains dire que oui, mais dès que j'ai fini mon travail, mon temps de travail, le temps que j'ai après, je peux l'utiliser pour faire mes lives ou pour dénoncer. Non. Le temps que tu as après, c'est pour te reposer, t'informer, t'éduquer et te former. Profiter de ta famille. C'est cela un agent public. Ce n'est pas pour aller faire des lives, ce n'est pas pour aller dénoncer certaines autorités, parce que là aussi, il y a des mécanismes pour le faire. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas ce droit. Commenter l'actualité. Oh, Marlène a dit ci, elle a dit ça. Vous n'avez pas le droit. C'est interdit. Et même quand vous êtes chez vous, je dis bien, on n'arrête pas d'être agent public parce que on n'est plus en poste. Même quand vous êtes retraité, même quand vous démissionnez, vous fermez. Parce que toute violation de vos obligations statutaires et déontologiques que je viens de vous citer peut vous amener tant des peines disciplinaires qui peuvent aller d'un blâme, d'un avertissement, d'une mise à pied pour que tout le monde comprenne, d'une révocation, radiation, à une radiation. Tout comme, parallèlement, avoir des incidences pénales. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous citer là, ça a sa concrétisation sur le plan pénal. C'est-à-dire que sur le plan disciplinaire, on va avoir manquement à l'obligation, telles voilà les sanctions. Mais sur le plan pénal, ça va avoir d'autres noms là-bas, d'autres infractions qui seront commises. Et des peines peuvent aller jusqu'à 10, 15, 20 ans, 30 ans, même plus de prison. Des dommages et intérêts lourds, en plus de la radiation ou de la révocation. Donc, prenons tous conscience. J'espère que le président de la République accordera un sérieux de cathédrale à cette mesure. Il en va de la crédibilité, comme lui-même le rappelle, et bien de notre administration publique. Il en va du respect de nos institutions. Il en va de la lutte, enfin, contre l'impunité, le non-droit et surtout tous ces comportements qui décrédibilisent, qui portent atteinte à l'image, à l'honneur, à la neutralité de notre pays.
de nos institutions. Assez les coups bas, assez les favoritismes, les prises illégales d'intérêt, les corruptions. Assez. Si on pouvait, ne serait-ce que correspondre à ce qui est écrit pour avancer. Je m'arrête là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Pour ceux qui sont encore connectés, sinon, je les lirai dans vos commentaires, dans les commentaires, et cela fera, si Dieu nous le permet, si j'en ai le temps, l'énergie, la force, eh bien, on reviendra pour un autre live une autre fois. Cela pourra faire l'objet, bien évidemment, d'une autre communication. Je vous remercie et je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Vivement que les mesures prises par le président de la République soient effectives, entrent en vigueur, soient appliquées sans discrimination, sans le deux poids deux mesures. Si on condamne le petit agent public, on doit pouvoir condamner le grand. Plus on a des responsabilités, plus lourdes sont les peines. Et c'est cette logique qui doit nous guider. On ne peut donc pas, dans cette dynamique, eh bien, condamner les petites mains pendant qu'on laisse libres les grandes. L'exemplarité, c'est celui qui a plus de responsabilités se comporte dignement afin que celui qui est son subalterne s'oblige de respect à ce que lui, il observe. Sinon, on ne s'en sort pas. Je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. On se dit à très bientôt. Merci. Bisous. Vive la République pour que vive le Gabon. J'espère que j'ai répondu à vos questions et que j'ai rappelé aux uns aux autres le minimum que nous devons tous savoir. À vous maintenant d'être les veilleurs de cela, les gardiens. À vous de dénoncer, à vous d'interpeller et à vous de faire en sorte que, enfin, tout cela soit en pratique. À bas le kunabélisme, je le dis. Tout ce qu'on vient de dire là, ça interdit le kunabélisme donc. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Bonne soirée.